Elle était assise seule au mariage. Le milliardaire a vu la bague de sa défunte épouse à sa main et est resté figé. Le soleil de septembre filtrait à travers les immenses verrières du salon Pompadour au Meurice, transformant l'espace en cathédrale dorée. Claire Martin ajustait nerveusement sa veste noire, vérifiant une dernière fois que les arrangements floraux étaient parfaits. Chaque pétale de pivoine blanche devait être impeccable pour ce mariage, le plus somptueux de l'année parisien. Mademoiselle Martin, l'organisatrice principale, Madame Dubois, s'approcha d'un pas pressé, ses talons claquant sur le marbre. Les photographes arrivent dans 15 minutes. Tout est prêt ? Absolument, madame. Claire hocha la tête, jetant un coup d'œil à sa liste. À 23 ans. Elle travaillait comme assistante événementielle depuis 2 ans, enchaînant les contrats pour payer les frais médicaux de sa grand-mère Hélène. Chaque euro comptait. L'hôtel Le Meurice bruissait d'une agitation contrôlée. Les serveurs en gants blancs disposaient les dernières coupes de champagne, tandis que le quartet à cordes accordait ses instruments. Claire observait ce ballet de luxe depuis les coulisses. Comme toujours, elle appartenait à l'ombre, pas à la lumière. « Mon Dieu, regardez-moi cette démesure !» murmura-t-elle en contemplant les arrangements floraux qui avaient coûté plus que son salaire annuel. Des roses de Grasse, des orchidées thaïlandaises, des pivoines importées spécialement de Hollande, tout cela pour célébrer l'union de 2 héritiers dont elle ne connaissait même pas les noms. Vers 15 heures, les premiers invités commencèrent à affluer. Claire reconnut immédiatement le gratin parisien. Industriels, aristocrates, célébrités du cinéma, leurs bijoux scintillaient sous les lustres de cristal. Leurs robes griffées froissaient à peine les tapis persans. Un monde à des années-lumière du sien. Elle s'éclipsa discrètement vers la cuisine pour coordonner le service du cocktail, quand son regard croisa celui d'un homme élégant près du bar. Grand, la quarantaine, costume sur mesure impeccable, il dégageait cette assurance naturelle des puissants. Quelque chose dans ses yeux gris la troubla. Une mélancolie profonde qui contrastait avec l'opulence environnante. François Chevalier, chuchota une serveuse à côté d'elle. Le roi de l'hôtellerie française, il paraît qu'il vaut des milliards. Claire avait entendu parler de lui. Évidemment, son empire hôtelier s'étendait de Paris à Monaco, de Londres à New York. Les magazines People racontaient sa tragédie personnelle. Sa femme Élise, morte dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Depuis, il vivait en ermite dorée, dirigeant son empire depuis l'ombre. Il est le parrain du marié, ajouta la serveuse. Paraît qu'il ne sort jamais pour ce genre d'événement. Ça doit être important. Claire détourna le regard et retourna à ses obligations. Elle avait du travail. À 16 heures précises, les invités furent conviés vers le salon Tuileries. Transformé en chapelle éphémère, Claire s'assura que tout était parfait avant de se glisser discrètement au fond de la salle. Son rôle était de surveiller les derniers détails, pas de profiter du spectacle. La mariée fit son entrée dans une robe Elie Saab éblouissante, suivie par son cortège. Claire observait la cérémonie depuis son poste, vérifiant que les photographes avaient bien tous les angles. Que l'éclairage était optimal, c'est alors qu'elle croisa de nouveau le regard de François Chevalier. Il se tenait près de l'autel en tant que parrain, imposant dans son smoking. Mais soudain, son expression changea radicalement. Ses yeux se fixèrent sur les mains de Claire avec une intensité troublante. Elle suivit son regard et réalisa qu'il fixait son anneau, l'anneau de sa mère. C'était une bague ancienne, un rubis birman serti dans de l'or blanc, entouré de petits diamants. Sa grand-mère Hélène le lui avait offert pour ses 18 ans, expliquant que c'était le seul souvenir de sa mère biologique. « Elle aurait voulu que tu l'aies », avait dit Hélène avec cette tristesse qu'elle portait toujours quand elle évoquait le passé de Claire. François Chevalier était devenu livide, ses mains tremblaient légèrement, et Claire vit qu'il avait du mal à respirer. Que se passait-il ? Pourquoi la regardait-il comme s'il avait vu un fantôme ? La cérémonie se poursuivait, mais l'attention de François n'y était plus. Il ne quittait pas Claire des yeux, et cette fixation commençait à l'inquiéter sérieusement. Elle tenta de se déplacer discrètement vers la sortie, mais il bougea aussi, la suivant du regard, quand les nouveaux mariés échangèrent leurs alliances. François fit quelque chose d'impensable. Il quitta sa place d'honneur et se dirigea vers elle d'un pas déterminé. Claire paniqua. Qu'avait-elle fait de mal ? Était-ce parce qu'elle ne devait pas être là ? Madame Dubois allait la tuer si elle causait un incident pendant la cérémonie. « Mademoiselle », François avait atteint sa rangée, sa voix rauque d'émotion. « Votre bague.
Où l'avez-vous eu » Les invités commençaient à se retourner. Claire sentit tous les regards se braquer sur elle. La honte lui brûla les joues. « Excusez-moi, monsieur. Je ne devrais pas. »« Non, attendez. » Il tendit la main vers elle. Mais Claire recula instinctivement. Cette bague appartenait à sa femme. C'était impossible. Mais il en était certain. Le rubis birman de 3 carats, la monture art déco unique, même les petites imperfections dans la pierre, tout était identique. Il avait fait fabriquer cette bague spécialement pour Élise chez Cartier, d'après un dessin qu'elle avait esquissé. Il n'en existait qu'une seule au monde. Comment est-ce possible ? Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Claire ne comprenait rien à ce qui se passait. Mais l'intensité de son regard la terrifiait. Cet homme puissant semblait au bord de l'effondrement. Et tout cela à cause de sa bague. « Il faut que j'y aille », balbutia-t-elle en se dirigeant vers la sortie. « Non, attendez !» François éleva la voix, perturbant définitivement la cérémonie. Claire ne demanda pas son reste. Elle se précipita vers la sortie, bousculant au passage un serveur qui manqua de renverser son plateau de champagne. Derrière elle, elle entendait François tenter de la suivre, mais les invités l'entouraient maintenant. Curieux de comprendre ce qui se passait, elle courut à travers les couloirs du Meurice, son cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi cet homme réagissait-il ainsi à sa bague? Et surtout, comment connaissait-il quelque chose qui appartenait à sa mère? Une fois dans la rue, Claire s'engouffra dans le premier métro, direction Belleville, où l'attendait sa grand-mère. Elle avait besoin de réponses. Et Hélène était la seule à pouvoir les lui donner. Dans sa fuite, elle ne vit pas François Chevalier sortir de l'hôtel et scruter la rue d'un regard désespéré, comme un homme qui venait de voir revenir les morts. François Chevalier n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assis dans son bureau aux Champs-Élysées, il fixait la photo d'Élise posée sur son bureau, sur ce cliché pris lors de leur lune de miel à Venise. Sa femme souriait, sa main gauche délicatement posée sur sa joue, l'anneau de rubis scintillant sous le soleil italien, le même anneau qu'il avait vu la veille au doigt de cet inconnu. Monsieur Chevalier, sa secrétaire, Madame Rousseau, passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Votre rendez-vous de 9h attend. Annulez tout aujourd'hui, » répondit-il sans lever les yeux, « et trouvez-moi Bernard Lacroix, immédiatement. » Bernard Lacroix dirigeait la plus discrète agence d'investigation privée de Paris. François avait eu recours à ses services à plusieurs reprises pour des affaires délicates concernant son empire hôtelier. Si quelqu'un pouvait retrouver cette jeune femme, c'était lui. 2 heures plus tard, Lacroix se présentait dans le bureau de François, son éternel carnet en cuir à la main. « François, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une mine épouvantable. »« Bernard, j'ai besoin que tu retrouves quelqu'un. Urgence absolue. » François lui tendit une photo prise discrètement par un photographe du mariage. On y voyait Claire de profil, concentrée sur son travail. Cette femme travaillait hier au mariage des Montclair. Je veux tout savoir sur elle. Tout. Lacroix examina la photo. Jolie fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle porte la bague de ma femme. Le détective fronça les sourcils. Comment ça? François lui montra la photo d'Élise. Regarde son anneau. Maintenant regarde celui de cet inconnu. C'est rigoureusement identique. François, Lacroix posa une main paternelle sur l'épaule de son ami. Élise est morte il y a 5 ans. Sa bague a été incinérée avec elle. Tu me l'as dit toi-même. Il s'agit sûrement d'une ressemblance. Non. François se leva brusquement. J'ai fait fabriquer cette bague spécialement pour elle chez Cartier. Le design est unique. La pierre vient de Birmanie. Elle a même une inclusion caractéristique en forme d'étoile. Il n'en existe qu'une seule au monde. Lacroix nota soigneusement ces détails. D'accord, donne-moi 24 heures. Il n'en fallut que 12. Le lendemain matin, Lacroix était de retour avec un dossier complet. Elle s'appelle Claire Martin, 23 ans, née à Paris, vit seule avec sa grand-mère. Hélène Martin, 68 ans, dans un petit appartement de Belleville. Pas de parents connus dans les registres officiels. François étudiait les photos de surveillance. Claire sortant de son immeuble. Claire faisant ses courses au marché. Claire accompagnant une femme âgée chez le médecin. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Assistante événementielle. Travaille en freelance pour différentes agences. Paye ses charges. Rien de plus. La grand-mère a des problèmes de santé. Traitements coûteux. Elles vivent modestement mais dignement. François observait attentivement les photos d'Hélène Martin. Quelque chose dans ce visage lui rappelait vaguement quelqu'un, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « Dis-moi,
Bernard, tu as vérifié le passé professionnel de la grand-mère. Justement, c'est là que ça devient intéressant. Lacroix tourna plusieurs pages de son rapport. Hélène Martin était infirmière. Elle a travaillé 35 ans à l'hôpital Saint-Antoine. Service de maternité principalement. Le sang de François se glaça. Saint-Antoine. Oui, elle a pris sa retraite il y a... Lacroix consulta ses notes. 5 ans exactement. L'hôpital Saint-Antoine, l'endroit où Élise était morte. Bernard, j'ai besoin que tu creuses plus profond. Je veux savoir si cette Hélène Martin était de service le 15 novembre 2018. Je veux savoir si elle a eu un contact quelconque avec ma femme. François, tu commences à m'inquiéter. Où veux-tu en venir ? François se dirigea vers la fenêtre. Contemplant les Champs-Élysées en contrebas, ma femme est morte dans un accident de voiture route de Fontainebleau. Elle a été transportée d'urgence à Saint-Antoine, mais elle était déjà... Sa voix se brisa. Elle était déjà partie à leur arrivée. C'est ce qu'on m'a dit. Et maintenant tu découvres qu'une ancienne infirmière de cet hôpital possède la bague d'Élise. Sa petite fille la possède, et cette fille n'a officiellement aucun parent. François se retourna vers Lacroix. Bernard, et si on m'avait menti, et si Élise n'était pas morte dans cette voiture? Lacroix ferma son carnet. François, je comprends ta douleur, mais... Et si elle était enceinte? Le silence tomba dans le bureau. Lacroix dévisagea son ami avec inquiétude. Enceinte? Élise était enceinte. François hocha lentement la tête. Elle me l'avait annoncé le matin même de l'accident. 8 mois de grossesse. Nous avions rendez-vous chez le gynécologue la semaine suivante pour connaître le sexe. Mon Dieu. François, pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que c'était trop douloureux. Perdre ma femme et mon enfant le même jour. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Ils m'ont dit que le bébé n'avait pas survécu non plus, qu'il n'avait rien pu faire. Lacroix réfléchissait intensément. Tu penses que cette Claire pourrait être... Ma fille, oui, et cette Hélène Martin sait quelque chose. Le détective se leva. Je vais reprendre l'enquête depuis le début. Les dossiers médicaux, les rapports de police, tout. Mais François, promets-moi d'être prudent. Si tes soupçons sont fondés, s'il y a eu maquillage de preuves, on parle de quelque chose de très grave. Après le départ de Lacroix, François resta seul dans son bureau. Il reprit la photo d'Élise, caressant son visage du bout des doigts. « Ma chérie, si notre bébé a survécu, si elle grandit quelque part sans même savoir qui elle est, je te promets que je la retrouverai. » Il décrocha son téléphone et composa un numéro. « Allô, quartier. Ici François Chevalier. J'aimerais vérifier des informations sur une commande spéciale que j'ai passée il y a 6 ans. » 1 heure plus tard, il avait confirmation. La bague commandée pour Élise était bien unique. Aucune copie n'avait jamais été réalisée, ce qui signifiait que Claire Martin portait l'anneau original de sa femme. Mais comment était-ce possible? Et surtout, pourquoi cette Hélène Martin avait-elle cette bague? François sentait qu'il était sur le point de découvrir une vérité qui bouleverserait tout ce qu'il croyait savoir sur la mort d'Élise. Une vérité que quelqu'un avait visiblement voulu garder secrète. Il regarda de nouveau la photo de Claire. Maintenant qu'il y faisait attention, il retrouvait dans ses traits quelque chose de familier. La forme des yeux, peut-être, ou cette façon particulière de pencher la tête. Comme Élise, son téléphone vibra. Un message de Lacroix. « Rendez-vous demain 8h. J'ai trouvé des choses troublantes. » François ferma les yeux. 24 heures de plus à attendre avant de savoir si sa fille était vivante. 15 novembre 2018, 23h47, hôpital Saint-Antoine. Hélène Martin terminait sa garde de nuit au service maternité quand l'alarme retentit. Une urgence arrivait. Accident de la route, femme enceinte de 8 mois, état critique. Elle se précipita vers les urgences avec l'équipe obstétricale. Dans l'ambulance, les secours avaient réussi à stabiliser la patiente, mais son état restait préoccupant. Élise Chevalier, 34 ans, épouse du magnate de l'hôtellerie. Madame Chevalier, vous m'entendez? Hélène vérifia ses constantes. La jeune femme ouvrit péniblement les yeux. Mon bébé, sauvez mon bébé, murmura-t-elle faiblement. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper de vous deux. Mais Hélène savait que quelque chose clochait. Les blessures d'Élise ne correspondaient pas à un accident de voiture classique, pas de trauma crânien, pas de fracture, mais des signes d'empoisonnement progressif. Pupilles dilatées, convulsions légères, détresse respiratoire. Le docteur Moreau prit en charge l'accouchement d'urgence.
Préparez la césarienne. Le bébé est en souffrance fétale. Hélène assistait l'intervention quand elle remarqua une femme élégante dans le couloir. Observant à travers la vitre, Monique Chevalier, la belle-sœur d'Élise, son comportement était étrange. Elle ne semblait ni inquiète ni bouleversée, mais plutôt impatiente. « C'est une fille », annonça le docteur Moreau en sortant le bébé. Petite, mais elle respire. Hélène prit l'enfant dans ses bras, malgré sa naissance prématurée. La petite fille était vigoureuse, ses petits poings serrés, ses yeux déjà ouverts. « Ma fille », souffla Élise, épuisée par l'effort. « Donnez-la moi ». Hélène déposa délicatement le bébé sur la poitrine de sa mère. Élise sourit à travers ses larmes de douleur. « Ma petite Claire ». Elle caressait le visage de son enfant. « Maman t'aime tellement ». C'est alors qu'Hélène vit Monique Chevalier entrer dans la salle, prétextant vouloir voir sa nièce. Mais ce qu'elle tenait à la main glaça le sang de l'infirmière. « Une seringue ? Que faites-vous » Hélène s'interposa entre Monique et le lit. « Écartez-vous, je vais lui administrer un calmant. Vous n'êtes pas médecin, sortez immédiatement. » Monique la repoussa brutalement. « Cette femme a tué mon frère. À cause d'elle, François ne me regardera jamais. » Hélène comprit avec horreur que Monique était responsable de l'état d'Élise. L'empoisonnement, l'accident arrangé, tout était planifié. « Vous êtes folle !» Hélène déclencha l'alarme. Mais Monique avait déjà injecté le contenu de la seringue dans la perfusion d'Élise. « Non !» Élise convulsa violemment, serrant sa fille contre elle. « Protégez, protégez Claire !» Elle glissa sa bague de rubis au doigt de sa fille nouveau-née, pour qu'elle sache qui elle est. Les convulsions s'intensifièrent. Élise regardait Hélène avec un dernier souffle de lucidité. « Promettez-moi qu'elle grandira, qu'elle saura que je l'ai aimée. Je vous le promets, » chuchota Hélène. Les larmes aux yeux, Élise Chevalier mourut à 00h23, sa fille dans les bras. Monique se tourna alors vers Hélène, son regard devenu glacial. « Maintenant donnez-moi cet enfant. Jamais. Cette petite bâtarde ne peut pas vivre. Elle représente un obstacle à mes projets. François doit rester libre, disponible. » Hélène serra le bébé contre elle. « Vous avez tué sa mère. Vous n'aurez pas cet enfant. » Monique sortit un pistolet de son sac. « Donnez-la moi, ou je vous abats toutes les deux. » Que se passe-t-il ici ? Le docteur Moreau revenait de son appel urgent, en voyant l'arme. Il déclencha l'alarme générale. Monique paniqua. Elle ne pouvait pas tuer 3 personnes dans un hôpital bondé. « Écoutez-moi bien », siffla-t-elle à l'oreille d'Hélène. « Cet enfant n'existe pas. Officiellement, elle est morte avec sa mère. Si jamais vous révélez quoi que ce soit, si jamais François apprend qu'il a une fille, je vous retrouverai et je la tuerai de mes propres mains, compris ?» Hélène hocha la tête, terrifiée. « Vous allez déclarer 2 décès cette nuit, la mère et l'enfant, aucun survivant. » La sécurité arriva enfin, mais Monique avait déjà dissimulé son arme. « Mon Dieu, ma belle-sœur, elle n'a pas survécu, et le bébé ?» Le docteur Moreau, sous le choc, confirma machinalement. « Je suis désolée, nous avons tout tenté. Ma pauvre Élise. » Monique joua parfaitement la belle-sœur éplorée. « Et François va être anéanti. Et moi qui espérais tant avoir une petite nièce. » Plus tard cette nuit-là, Hélène falsifiait les registres avec des mains tremblantes. Officiellement, Élise Chevalier et son enfant étaient morts dans l'accident. En réalité, Hélène sortait discrètement l'hôpital avec un bébé endormi contre son cœur. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Monique la ferait surveiller. Elle devait disparaître, refaire sa vie ailleurs avec cet enfant. Pendant des mois, Hélène vécut dans l'angoisse. Chaque bruit dans l'escalier, chaque coup de téléphone la terrorisait, mais les années passèrent et Monique sembla l'oublier. Elle éleva Claire comme sa propre petite fille, inventant une histoire sur ses parents morts dans un accident. La vérité était trop dangereuse à révéler. Mais chaque jour, en regardant grandir cet enfant qui ressemblait de plus en plus à sa mère, Hélène pensait à François Chevalier. Cet homme pleurait une femme et un enfant qu'il croyait morts, alors que sa fille grandissait à quelques kilomètres de chez lui. Parfois, Claire posait des questions sur ses parents. Hélène lui montrait des photos d'Élise qu'elle avait gardées, trouvées dans les affaires personnelles de la jeune femme à l'hôpital. Elle était très belle, ma maman. La plus belle femme du monde, ma chérie, et elle t'aimait plus que tout. Pour les 18 ans de Claire, Hélène lui avait donné la bague de rubis. C'est le seul souvenir que ta maman ait pu te laisser. Claire portait cette bague religieusement,
ignorant quelle était la clé qui pourrait un jour la ramener vers son père. Retour au présent. Appartement de Belleville, Hélène était assise dans son fauteuil, regardant Claire faire les 100 pas dans le salon. « Grand-mère, il faut que tu me dises la vérité. Cet homme, François Chevalier, il connaissait ma bague. Il a réagi comme s'il l'avait déjà vue. » Hélène ferma les yeux, après 23 ans de silence. Le moment était peut-être venu. « Ma chérie, il y a des choses que tu ne sais pas sur tes parents. » « Quelles choses ?» Hélène regarda la photo d'Élise sur la cheminée. « Ta mère, elle ne s'appelait pas Martin. » Claire sentit le monde vaciller sous ses pieds. « Comment ça ? Elle ne s'appelait pas Martin ?» Hélène se leva péniblement de son fauteuil, ses mains tremblantes se dirigeant vers le secrétaire ancien dans le coin du salon. Elle en sortit une boîte en métal qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. « Ta mère s'appelait Élise Chevalier. Chevalier, comme François Chevalier. C'était sa femme, ma chérie. » Claire s'effondra sur le canapé. « Tu veux dire que cet homme, que François Chevalier, est ton père ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire fixait sa grand-mère sans comprendre, son cerveau refusant d'assimiler cette information. « Mais pourquoi ? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Pourquoi il ne sait pas que j'existe ?» Hélène ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, des photos d'Élise, quelques lettres et un objet qui fit sursauter Claire, un petit bracelet de naissance avec l'inscription « Claire Chevalier », parce que révéler la vérité aurait signifié ta mort, ma petite fille. Les larmes coulèrent maintenant sur les joues d'Hélène. 23 ans de secret, 23 ans à porter ce fardeau seul. Je ne comprends pas. Ta mère a été assassinée, Claire, empoisonnée par sa propre belle-sœur. Et cette femme a juré de te tuer si jamais ton père apprenait ton existence. Claire se leva d'un bond. Tu délires. Les gens comme François Chevalier ne vivent pas dans des romans policiers. Tu crois ? Hélène lui tendit une photo. Regarde bien cette femme. Sur le cliché, pris lors d'un gala de charité, on voyait François au bras d'une femme élégante aux cheveux auburn, Monique Chevalier, sa belle-sœur, qui l'accompagnait officiellement aux événements mondains depuis la mort d'Élise. Elle s'appelle Monique, la sœur d'Élise. Elle était folle amoureuse de François depuis toujours. Quand il a épousé sa sœur, elle n'a jamais accepté. Et quand elle a appris qu'Élise était enceinte, Claire scrutait le visage de Monique sur la photo. Quelque chose dans ce regard la mettait mal à l'aise, une froideur calculatrice qui contrastait avec son sourire parfait. Pourquoi elle ne s'est pas contentée de séduire François après la mort de maman ? Parce qu'il l'a toujours repoussée. François aimait Élise d'un amour absolu. Même veuf, il n'a jamais regardé une autre femme. Monique vit dans l'espoir qu'un jour... Un bruit à la porte les fit sursauter toutes les deux. 3 coups fermes. Autoritaire, Mademoiselle Martin, une voix masculine, courtoise mais déterminée. Monsieur Chevalier aimerait vous parler. Claire et Hélène échangèrent un regard terrifié. Ne réponds pas, chuchota Hélène. Mademoiselle Martin, nous savons que vous êtes là. Monsieur Chevalier attend dans sa voiture en bas. Il souhaite simplement discuter. Claire s'approcha de la fenêtre et écarta discrètement le rideau. En bas, une Mercedes noire était garée, et elle aperçut la silhouette de François à l'arrière. Il a l'air seul, murmura-t-elle à sa grand-mère. C'est un piège. Monique a peut-être découvert qu'il te cherchait. Mais Claire était déjà en train d'enfiler sa veste. 23 ans de questions, 23 ans à se demander qui elle était vraiment. Cette bague qui l'intriguait depuis l'enfance. Ces traits qu'elle ne retrouvait chez aucun membre de la famille Martin. Je descends. Claire, non. Il a le droit de savoir, grand-mère. Et moi aussi. Elle sortit de l'appartement avant qu'Hélène puisse l'arrêter. Dans la rue, François sortit immédiatement de sa voiture en la voyant. Il avait l'air aussi nerveux qu'elle. Mademoiselle Martin, merci d'avoir accepté de me voir. Claire, je m'appelle Claire. Claire. Il répéta son prénom comme s'il découvrait un trésor. C'est un joli prénom. Il se faisait face sur le trottoir de Belleville. L'homme le plus riche de France et une jeune femme qui ignorait encore qu'elle était son héritière. Votre bague, commença François. Elle appartenait à ma mère. Votre mère. L'espoir illumina son regard. Comment s'appelait-elle ? Claire hésita. Après ce qu'Hélène venait de lui révéler, elle ne savait plus quoi croire. Élise. François vacilla. Il dut s'appuyer contre sa voiture pour ne pas tomber. Mon Dieu, c'est impossible. Élise est morte il y a 5 ans. Elle était ma femme. Je sais.
Vous savez, mais alors... François la dévisagea avec une intensité nouvelle. Mon Dieu, vos yeux, ils ont la même couleur que les siens, et cette façon de pencher la tête quand vous réfléchissez. Il tendit la main vers elle, mais se ravisa. Depuis quand savez-vous? Ma grand-mère vient de me l'expliquer. Tout, votre femme, l'accident, pourquoi elle m'a élevé dans le secret. François ferma les yeux, essayant d'assimiler l'information. Ma fille, j'ai une fille. Et apparemment, pourquoi Hélène ne m'a jamais rien dit? J'ai pleuré votre mère pendant 5 ans. J'ai cru perdre mon enfant. Claire vit les larmes dans ses yeux et sentit sa colère s'évanouir. Cet homme avait souffert autant qu'elle de cette séparation. Elle avait peur. Peur pour ma vie. Peur. De qui? Claire allait répondre quand une voiture freina brutalement près d'eux. Monique Chevalier en sortit, élégante et souriante, mais ses yeux lancèrent des éclairs. « François, qu'est-ce que tu fais ici ?» François se redressa, instinctivement protecteur envers Claire. « Monique, comment tu m'as trouvée ?» Ton chauffeur s'inquiétait. « Tu as disparu sans prévenir. » Elle observait Claire avec attention. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»« Je te présente Claire. » Il marqua une pause, réalisant qu'il ne connaissait même pas le nom de famille de sa fille. « Claire Martin. » Monique sourit, mais Claire frissonna. Ce sourire ne montait pas jusqu'aux yeux. « Enchantée, Claire. Je suis Monique, la belle-sœur de François. » Elle serra la main de Claire un peu trop fort. « Qu'est-ce qui vous amène dans notre quartier ? C'est moi qui suis venue la voir, » intervint François. Claire travaillait au mariage hier. Elle porte une bague qui ressemble à celle d'Élise. Monique observa discrètement l'anneau au doigt de Claire. Son sourire se figea imperceptiblement. Quelle coïncidence troublante. Puis-je voir ? Claire tendit sa main avec réticence. Monique examina la bague de près, et Claire jura voir ses mâchoires se crisper. Effectivement, très ressemblant. Où l'avez-vous eu ? Héritage familial. Comme c'est touchant. Monique relâcha sa main. François, nous devrions y aller. Tu as ce dîner important ce soir. Bien sûr. François se tourna vers Claire. Accepteriez-vous de dîner avec moi demain ? J'aimerais apprendre à vous connaître. Oui, d'accord. Ils échangèrent leurs numéros sous le regard scrutateur de Monique. À demain alors, 20h, chez Laurent. Parfait. François remonta dans sa voiture. Mais Monique s'attarda. Claire, c'est bien ça. Son sourire était revenu, mais quelque chose dans sa voix avait changé. Un conseil d'ami. François est très fragile depuis la mort de sa femme. Il voit Élise partout. Ne jouez pas avec ses sentiments, ce serait... Cruel. Je ne joue avec rien du tout. Bien sûr que non. Monique remonta dans sa voiture. À bientôt, j'espère. Les 2 voitures disparurent, laissant Claire seule sur le trottoir avec un sentiment de malaise grandissant. En haut, Hélène l'attendait à la fenêtre. Le visage livide. Elle était là, dit Claire en remontant. Qui ? Monique. Elle sait. Je l'ai vue dans ses yeux. Elle sait exactement qui je suis. Hélène s'effondra dans son fauteuil. Mon Dieu, après toutes ces années, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On part, ce soir. On disparaît avant qu'elle. Non. Claire serra les poings. J'en ai assez de fuir. J'ai le droit de connaître mon père. Claire, tu ne comprends pas. Cette femme a tué ta mère. Elle te tuera aussi. Alors il faut prévenir papa. Il faut qu'il sache la vérité. Et s'il ne te croit pas, et si Monique le convainc que tu es une arnaqueuse, Claire regarda sa bague, ce rubis qui avait déclenché tout ce chaos. Il faudra bien qu'il me croie. On a l'ADN maintenant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, Monique Chevalier passait plusieurs coups de téléphone depuis sa voiture. Le premier à un laboratoire d'analyse génétique privé, le second à un homme qui ne posait jamais de questions sur la nature de ses contrats. François n'avait pas dormi. Assis dans son bureau depuis l'aube, il contemplait les photos de Claire que Bernard Lacroix avait prises la veille. Chaque détail de son visage lui rappelait Élise, la courbe de ses lèvres, l'arc de ses sourcils, cette façon particulière de regarder légèrement de côté quand elle réfléchissait. « Monsieur !» Madame Rousseau frappa discrètement. « Le docteur Fontaine du laboratoire Pasteur est là. » François avait contacté le meilleur généticien de Paris dès le retour de Belleville. Si Claire était vraiment sa fille, l'ADN ne mentirait pas. Faites-le entrer. Le docteur Fontaine, un homme sec aux cheveux grisonnants, entra avec sa mallette. « Monsieur Chevalier,
J'ai préparé tout le nécessaire pour les prélèvements. Vous êtes certain de vouloir procéder de manière informelle? Absolument. Discrétion totale. Très bien. Il me faudra un échantillon de votre part et un de la demoiselle, cheveux avec racines, salive ou prélèvement buccal. Les résultats seront disponibles en 48 heures. François hocha la tête. Parfait. Je m'occupe d'obtenir l'échantillon de Claire ce soir. Après le départ du médecin, François appela le restaurant Laurent pour confirmer la réservation. 20 heures, table isolée. Il voulait pouvoir parler librement avec sa fille, avec Claire, sa fille. Ces mots résonnaient encore étrangement dans sa tête. Pendant ce temps, avenue Foch-Monique Chevalier raccrochait son téléphone. Satisfaite, le laboratoire privé qu'elle utilisait pour ses affaires délicates venait de lui confirmer. Il serait prêt à intervenir dans la soirée. Elle avait passé la nuit à échafauder un plan. Cette petite peste de Claire Martin représentait une menace existentielle à ses projets. Après 5 années à consoler François, à s'imposer comme sa confidente, sa présence constante, elle était si proche du but. Madame, sa femme de chambre apparut. Vos rendez-vous de l'après-midi sont confirmés. Parfait. Et ma commande spéciale. Livrée ce matin, madame, dans votre coffre personnel. Monique sourit. Une petite fiole de digitaline, indétectable après quelques heures, fournie par ses contacts discrets, comme pour Élise. Mais cette fois, pas d'erreur possible. Elle se dirigea vers son dressing et choisit soigneusement sa tenue. Ce soir, François dînerait avec cet imposteur. Mais elle avait prévu une petite surprise pour la fin du repas. Restaurant Laurent, 20h15. Claire ajustait nerveusement sa robe noire, la plus élégante qu'elle possédait. L'ambiance feutrée du restaurant l'intimidait. Cristaux de baccarat, argenterie ancienne, service aux petits soins, un monde si éloigné de sa réalité. François se leva en la voyant arriver, dans son costume sombre. Il était encore plus impressionnant que la veille. « Claire, vous êtes magnifique. Merci. » Elle s'assit face à lui, troublée par l'émotion qu'elle lisait dans ses yeux. « J'ai commandé du champagne. J'espère que... » « C'est parfait. » Ils se regardèrent en silence quelques instants, chacun cherchant les mots justes. « 23 ans, » murmura François. « 23 ans que je vous cherche sans le savoir. Et moi qui rêvais d'avoir un père. » Le sommelier servit le champagne. François leva son verre. « À Élise, sans elle, nous ne serions pas là ce soir. »« À maman. » Ils trinquèrent, et Claire vit des larmes perler aux yeux de François. « Parlez-moi d'elle, » dit-elle doucement. « Grand-mère me racontait des histoires. Mais j'aimerais savoir comment elle était vraiment. » François sourit, perdu dans ses souvenirs. Élise était lumineuse. Elle riait tout le temps. Elle voyait le beau partout. Quand elle entrait dans une pièce, tout s'illuminait. Elle me manque, alors que je ne l'ai jamais vraiment connue. Elle vous aurait adoré. François observait Claire attentivement. Vous avez ses gestes, sa façon de pencher la tête quand vous écoutez. C'est troublant. J'ai ses yeux aussi, paraît-il. Exactement les mêmes. Il marqua une pause. Claire, accepteriez-vous de faire un test ADN? Bien sûr, j'y pensais aussi. François sortit discrètement un petit kit de prélèvement de sa poche. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Claire hocha la tête et se laissa faire le prélèvement buccal. François arrangea précieusement l'échantillon. Résultat dans 48 heures, même si il la regarda intensément. Je n'ai pas besoin d'analyse pour savoir que vous êtes ma fille. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère émotionnelle intense. François racontait sa rencontre avec Élise, leur mariage au château de Chambord, leur projet d'enfant. Claire parlait de son enfance avec Hélène, de ses études, de ses rêves. « J'ai toujours voulu travailler dans l'événementiel de luxe », avoua-t-elle. Ironique, non. Plus maintenant, si vous voulez, vous pourrez apprendre le métier dans nos hôtels. Je ne veux pas de passe-droit. Ce ne serait pas un passe-droit, ce serait... François chercha ses mots. Ce serait un père qui rattrape 23 années perdues. À vers 22h30, ils sortirent du restaurant. François proposa de la raccompagner, mais Claire préféra prendre le métro. L'habitude. Et puis, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Je comprends. Il l'embrassa sur le front, un geste paternel qui les émut tous les deux. À très bientôt, Claire. Elle s'éloigna vers la station Champs-Élysées, le cœur léger pour la première fois depuis des années. Ce qu'elle ne vit pas, c'est la silhouette qui la suivait discrètement depuis le restaurant.
Métro ligne 1, direction Château de Vincennes, Claire s'installa dans le wagon presque vide. Il était tard. Seuls quelques voyageurs fatigués rentraient chez eux. Elle repensait à cette soirée extraordinaire, à François qui la regardait comme si elle était un miracle. « Excusez-moi, mademoiselle. » Un homme en costume sombre s'approcha d'elle. 40 ans environ, allure banale, mais quelque chose dans son regard la mit mal à l'aise. « Oui, Claire Martin. » Qui le demande? L'homme sourit, mais ce sourire ne rassura pas Claire. Quelqu'un qui s'intéresse à votre histoire familiale. Claire sentit l'alarme sonner dans sa tête. Elle se leva pour changer de place, mais l'homme la retint par le bras. « Ne bougez pas, ça sera plus simple. » Elle aperçut la seringue dans sa main libre, la digitaline de Monique. « Lâchez-moi !» Claire cria, espérant attirer l'attention des autres voyageurs. Mais le wagon était maintenant vide. Ils étaient seuls. « Votre belle-mère vous envoie ses amitiés. » Claire se débattit violemment, donnant des coups de pied, griffant. L'homme était plus fort, mais elle était agile. Elle réussit à lui faire lâcher la seringue qui roula sous les sièges. Petite garce. Il sortit un couteau. Claire comprit qu'elle n'avait qu'une chance, à la prochaine station, dès que les portes s'ouvriraient. Bastille. Les portes s'ouvrirent. Claire bondit hors du wagon en hurlant. L'homme la poursuivit, mais elle connaissait parfaitement cette station. Elle courut vers la sortie, bousculant les derniers passagers. Dans la rue, elle appela immédiatement François. « Claire, que se passe-t-il ? » « On a essayé de me tuer. » Elle sanglotait en état de choc. « Un homme dans le métro. Il avait une seringue. Où êtes-vous ? » « Bastille, place de la Bastille. »« Ne bougez pas, j'arrive. » François la trouva recroquevillée sur un banc. Tremblant de tous ses membres, il la prit dans ses bras comme un père console son enfant. « C'est fini. Je suis là. » Il a dit que ma belle-mère m'envoyait ses amitiés. François se figea. « Monique, elle sait qui je suis, et elle veut m'éliminer. Comme elle a éliminé maman. » François sentit une rage froide l'envahir. Monique, sa propre belle-sœur, avait tué Élise et tentait maintenant de tuer leur fille. « Claire, il faut qu'on récupère Hélène et qu'on vous mette en sécurité toutes les deux. »« Où ça ? Elle a de l'argent, des relations. Moi aussi. » François serra sa fille contre lui. « Et maintenant, j'ai quelque chose de plus précieux à protéger que tous mes hôtels réunis. » Il appela immédiatement son équipe de sécurité, dans l'heure. Claire et Hélène étaient installées dans une suite sécurisée du Georges V, sous protection rapprochée. Mais François savait que ce n'était qu'un répit. Monique ne s'arrêterait pas. Il fallait la confronter, lui faire avouer ses crimes. Et pour cela, il avait besoin de preuves irréfutables. Le lendemain matin, les résultats ADN tombèrent, correspondance à 99%. Claire Chevalier existait officiellement. Hôtel Georges V, suite présidentielle, 7h30. Claire ouvrit les yeux dans un lit qu'elle ne reconnaissait pas. Les événements de la veille lui revinrent d'un coup. L'homme dans le métro, la seringue, la fuite éperdue. Elle était en vie. Mais pour combien de temps ? Ma chérie, Hélène était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le visage marqué par une nuit blanche. Comment te sens-tu ? Comme quelqu'un qui a échappé de peu à la mort. Claire se redressa, observant la suite luxueuse qui les abritait temporairement. Où est François ? Parti très tôt. Il a dit qu'il avait des choses importantes à régler. Claire consulta son téléphone. 3 appels manqués de François et un message. Les résultats sont arrivés. Vous êtes officiellement ma fille. Nous devons parler. Elle sourit malgré l'angoisse. Enfin, une certitude dans ce chaos. Un coup discret à la porte les fit sursauter. Un homme en costume noir entra, l'air professionnel et rassurant. « Mademoiselle Chevalier, je suis Marcus, chef de la sécurité de monsieur votre père. Il m'a demandé de vous escorter jusqu'à ses bureaux. » Mademoiselle Chevalier. Claire réalisa que c'était la première fois qu'on l'appelait par son vrai nom. Bureau Chevalier Groupe, Champs-Élysées. 9h15, François les attendait dans son bureau, entouré de plusieurs hommes qu'il présenta comme son équipe de sécurité privée. L'atmosphère était tendue, presque militaire. Claire, il la serra dans ses bras. « Je suis soulagée de vous voir saines et sauves. » Les résultats, François lui tendit le rapport officiel. 99% de correspondance. Vous êtes Claire Chevalier, ma fille légitime. Mon Dieu, Hélène se laissa tomber dans un fauteuil. Après toutes ces années, Madame Martin, vous avez protégé ma fille au péril de votre vie. Je ne l'oublierai jamais. François se tourna vers son équipe.
Où en sommes-nous avec Monique? Elle a quitté son domicile ce matin très tôt, rapporta Marcus. Destination inconnue. Nous avons perdu sa trace à Roissy. L'aéroport, elle fuit. Ou elle prépare quelque chose de plus important. Nos sources indiquent qu'elle a vidé plusieurs comptes bancaires offshore cette semaine. François fronça les sourcils. Combien? Près de 5 millions d'euros. De quoi financer une opération envergure. Claire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Vous voulez dire qu'elle ne va pas abandonner? Monique est obsessionnelle, expliqua François. Si elle ne peut pas m'avoir, elle préférera tout détruire plutôt que de me voir heureux avec quelqu'un d'autre, même ma propre fille. Mais pourquoi ne pas simplement alerter la police? Avec quelle preuve? François soupira. Hélène est la seule témoin de ce qui s'est passé il y a 23 ans. Sa parole contre celle d'une chevalier respectée, philanthrope reconnue, qui me console publiquement depuis 5 ans. Et l'homme d'hier soir? Disparu, probablement déjà hors du territoire, ces gens-là sont des professionnels. Hélène se redressa soudain. Il y a peut-être un moyen. Tous les regards se tournèrent vers elle. François, tu te souviens du coffre qu'Élise avait loué à la Société Générale? Le coffre? François chercha dans sa mémoire. Oui, elle m'en avait parlé. Pour ses bijoux personnels, elle y avait déposé autre chose, des lettres, des enregistrements. Elle se méfiait de Monique bien avant sa mort. Claire sursauta. Maman savait. Elle soupçonnait sa sœur de falsifier les comptes de leur héritage familial. Elle avait commencé à enquêter discrètement. Quand elle a découvert sa grossesse, elle s'est mise à documenter tous les comportements étranges de Monique. François était déjà debout. Où sont les clés? Chez moi, à Belleville, cachées dans... Non, Marcus intervint fermement. C'est exactement là qu'elle nous attend. Votre appartement est certainement surveillé. Alors on fait quoi? Claire commençait à perdre patience. On reste caché ici pour l'éternité. François réfléchissait intensément. Marcus, combien d'hommes peut-on mobiliser? Une douzaine. En comptant les contacts police. Ça devrait suffire. On y va. Belleville. 14h30, 3 voitures banalisées s'arrêtèrent à différents points stratégiques autour de l'immeuble d'Hélène. François, Claire et 2 gardes du corps empruntèrent l'escalier de service pendant que Marcus surveillait la rue principale. L'appartement semblait calme, normal, trop normal. Quelque chose cloche, murmura François. Les rideaux sont tirés différemment. Hélène fronça les sourcils. J'ai laissé la fenêtre du salon ouverte hier. Elle est fermée maintenant. Ils se regardèrent. Quelqu'un était passé par là. Attendez-moi ici, dit François au garde. Si on n'est pas ressorti dans 10 minutes. Papa, non. Claire le retint par le bras. C'est trop dangereux. Ma chérie, ces preuves sont notre seule chance. Ils entrèrent dans l'appartement, tous les sens en alerte. Le salon avait été fouillé, discrètement mais efficacement. Les coussins du canapé étaient non légèrement déplacés, les tiroirs pas tout à fait fermés. Elle est venue, chuchota Hélène. Elle a cherché. A-t-elle trouvé? Hélène se dirigea vers sa chambre, vers une vieille armoire normande qui appartenait à sa grand-mère. Elle appuya sur un ressort secret, révélant une cache minuscule. Dieu merci, elle sortit une petite clé dorée. Elle n'a pas trouvé. C'est alors qu'ils entendirent du bruit dans l'escalier, des pas lourds, plusieurs personnes qui montaient rapidement. Sortis de secours, François poussa Claire vers la cuisine, où une porte donnait sur l'escalier de service. Mais quand ils l'ouvrirent, 2 hommes armés les attendaient. « Bonjour, François. » Monique apparut derrière eux, élégante comme toujours, malgré les circonstances. Elle tenait un pistolet d'une main ferme. « Monique. » François s'interposa instinctivement entre elle et Claire. « Tu es devenue folle. Folle ?» Elle éclata d'un rire cristallin. « Folle d'amour, peut-être. Tu ne l'as jamais compris, n'est-ce pas? Pendant toutes ces années où je t'ai consolée, où j'ai été là pour toi, tu as tué ma femme. J'ai libéré l'homme que j'aime d'une épouse qui ne le méritait pas. » Ses yeux brillaient d'une lueur démente. Élise était faible, frivole. Moi, je t'aurais donné un empire. Claire observait cette femme qui l'avait menacée de mort avant même sa naissance. Vous êtes malade. Toi. Monique pointa son arme vers Claire. Tu n'aurais jamais dû naître. J'aurais dû te tuer dans ce berceau. Tu n'as pas pu, intervint Hélène avec courage. Parce qu'au fond, tu savais que c'était monstrueux. Je n'ai pas pu parce que cette vieille folle t'a fait disparaître. Monique tremblait de rage. 23 ans,
23 ans à attendre que François m'aime, et voilà que tu réapparais pour tout gâcher. François fit un pas vers elle. Monique, écoute-moi. Tu peux encore arrêter ça? On peut trouver une solution. La seule solution, c'est qu'elle disparaisse. Définitivement. Elle leva son arme vers Claire. Mais François bondit. Le coup partit. La balle se ficha dans le plafond. Les deux hommes de Monique tentèrent d'intervenir. Mais les gardes du corps de François surgirent par les deux entrées. Dans la mêlée qui suivit, Hélène agrippa Claire et l'entraîna vers la fenêtre. « Il faut récupérer ce qui est dans le coffre !» cria-t-elle par-dessus le bruit. « C'est notre seule chance. »« Comment ? Fais-moi confiance. » Elles enjambèrent la fenêtre et descendirent par l'escalier de secours, pendant que la bataille faisait rage dans l'appartement. Derrière elles entendaient Monique hurler. « Retrouvez-les! Elles ne doivent pas atteindre cette banque !» Dans la rue, Hélène héla un taxi. « Société Générale, avenue de la République, vite! Grand-mère et papa. Marcus et ses hommes vont s'en occuper. » Nous, on a une mission. Hélène serrait la clé dans sa main. Il faut récupérer la vérité sur Monique avant qu'elle nous rattrape. Le taxi démarra dans les embouteillages parisiens. Dans le rétroviseur, Claire vit une voiture noire qui les suivait. La course contre la montre venait de commencer. Société Générale, avenue de la République. 15h45. Plus vite. Hélène jeta un billet au chauffeur de taxi sans attendre la monnaie. Dans le rétroviseur, la voiture noire avait disparu dans le trafic. Mais Claire savait qu'il n'avait que quelques minutes d'avance. La banque était bondée, file d'attente interminable au guichet. Hélène se dirigea directement vers l'accueil des coffres-forts. « Bonjour, nous venons pour le coffre 247, au nom d'Élise Chevalier. » L'employé vérifia ses registres. « Je vais avoir besoin d'une pièce d'identité et de la clé, bien sûr. » Hélène présenta la procuration qu'Élise lui avait laissée avant sa mort. Avec la clé dorée, Claire retint son souffle en regardant par la vitrine. Aucun signe de leur poursuivant. « Parfait, suivez-moi s'il vous plaît. » Elles descendirent dans les sous-sols sécurisés. L'employé inséra sa clé maître, Hélène la sienne. Le petit coffre s'ouvrit, révélant son contenu. Des bijoux, quelques photos. Et surtout une enveloppe Kraft marquée « Pour Claire, grand-mère. Ta mère savait. Elle pressentait que quelque chose de terrible allait arriver. » Claire ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, plusieurs lettres manuscrites, un petit dictaphone et des copies de virements bancaires suspects. « Madame », l'employé les pressait. « Vous avez terminé. »« Oui, merci. » Elles remontèrent rapidement. Dans le hall, Claire aperçut deux hommes en costume qui scrutaient les alentours. Les hommes de main de Monique. « Sortie de secours », chuchota-t-elle à Hélène. Par là, elles se faufilèrent discrètement vers une sortie latérale. Mais l'un des hommes les repéra. « Merde !» Claire prit la main de sa grand-mère. « Courez !» Elles jaillirent dans la rue et se mêlèrent à la foule de l'avenue de la République. Derrière elles, leurs poursuivants se rapprochaient. « Hélène ! Claire !» Elles se retournèrent. François sortait d'une voiture avec Marcus et deux autres gardes du corps. Il avait une égratignure sur la joue, mais semblait indemne. « Papa !» Claire se jeta dans ses bras. « Comment vous nous avez trouvés ? GPS de votre portable ?» Marcus souriait. « Heureusement que vous l'aviez gardé allumé. Et Monique ? Échappée, mais ces hommes de main sont en garde à vue. » François observait l'enveloppe que Claire tenait. « Vous avez récupéré les preuves. »« Oui, maman avait tout prévu. » François ouvrit l'enveloppe et parcourut rapidement les documents. Son visage s'assombrit. « Mon Dieu !» Elle avait découvert que Monique détournait l'héritage familial depuis des années. Et ses enregistrements. Il activa le petit dictaphone. La voix d'Élise résonna, claire et déterminée. 10 novembre 2018. Monique vient encore de faire une scène à François parce qu'il refuse ses avances. Elle devient de plus en plus instable. Hier, j'ai trouvé des flacons étranges dans sa salle de bain. J'ai pris des photos. Si quelque chose m'arrive, il faut que François sache que... L'enregistrement fut interrompu par le téléphone de François. Numéro masqué. Allô ? François ? La voix de Monique était calme, presque sereine. Nous devons parler. Monique, rends-toi, c'est fini. Au contraire, mon chéri. Tout commence. Un silence. Tu vas venir me retrouver. Seul. Jamais. Même si j'ai quelque chose qui t'intéresse. François fronça les sourcils. Quoi ? La vérité sur la mort d'Élise. Toute la vérité. Claire et Hélène échangèrent un regard inquiet. Tu as déjà tout avoué dans tes délires. Non, François. Il y a autre chose.
Quelque chose que même cette vieille folle d'Hélène ignore. De quoi tu parles? Retrouve-moi au château de Chambord, là où tu as épousé Élise. Viens seule, où tu ne sauras jamais pourquoi ta femme a vraiment dû mourir. Monique, 1 heure François, 60 minutes, où je disparais pour toujours. Et avec moi la vérité. Elle raccrocha. François regarda son téléphone, perplexe. C'est un piège, dit immédiatement Marcus. Évidemment, mais... François hésitait. Et si elle dit la vérité? Et s'il y a autre chose? Papa, non. Claire le suppliait. Elle va vous tuer, ma chérie. Après ce qu'elle a fait à votre mère, après ce qu'elle vous a fait subir, je dois en finir. Hélène s'approcha. François, j'ai peut-être une idée. Château de Chambord, Loire, 18h30. Le soleil couchant dorait les tours Renaissance du château, où François avait épousé Élise 6 ans plus tôt. L'endroit était désert. Les derniers touristes étaient repartis. François avança seul dans la cour d'honneur, comme convenu, mais il n'était pas vraiment seul. Marcus et son équipe s'étaient positionnés discrètement autour du château, et un micro miniaturisé transmettait tout à Claire et Hélène. Cachée dans une camionnette de surveillance, « Monique !» François appela dans le vide. « Ici, mon amour. » Elle apparut en haut du grand escalier, élégante dans une robe rouge sang, comme une reine recevant dans son château. François monta lentement les marches. « Nous y voilà, dans le lieu de mon bonheur avec Élise. Que voulais-tu me dire ? Que tout était faux, François. Votre amour, votre mariage, votre bonheur, tout. Qu'est-ce que tu racontes ?» Monique descendit quelques marches, ses talons claquant sur la pierre ancienne. « Élise ne t'aimait pas. Tu délires. Elle avait un amant, François, depuis des mois. » François sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est faux. Tu veux des preuves. » Monique sortit une enveloppe de son sac. Photos, messages, facture d'hôtel. François regardait les clichés avec horreur. Élise dans les bras d'un homme qu'il ne connaissait pas, des baisers passionnés, des gestes tendres. Où as-tu eu ça? Je l'ai fait suivre. Je savais qu'elle te trompait. Je voulais te protéger. Dans la camionnette, Claire et Hélène entendaient tout. C'est impossible, murmurait Claire. Maman n'aurait jamais. Elle ment, affirma Hélène. Ces photos sont truquées. Sur l'escalier, François vacillait. Qui est cet homme? Peu importe. Monique s'approchait de lui. Ce qui compte, c'est que je t'ai débarrassé d'elle. Tu l'as tuée? Par jalousie? Je l'ai tuée par amour. Pour toi? Monique était maintenant tout près de lui. Elle ne te méritait pas. François, avec son amant, avec cet enfant qui n'était peut-être même pas de toi. Quoi? Tu crois vraiment que cette gamine qui se prétend ta fille, tu crois qu'elle est de toi? François recula, choqué. Les tests ADN peuvent être falsifiés. Mon chéri, surtout quand on a les bons contacts. Claire étouffait un cri dans la camionnette. Elle ment, elle ment. Cette Claire Martin n'est qu'une opportuniste qui a flairé la fortune. Monique caressait maintenant la joue de François. Oublie-la, oublie Élise. Il n'y a que nous maintenant. François la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Tu es folle, complètement folle. Folle de toi. Elle sortit un pistolet. Et si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Monique, non. Dis-moi que tu m'aimes, dis-le. Jamais. Le coup de feu résonna dans la cour. Mais ce n'était pas l'arme de Monique qui avait tiré. Marcus et son équipe surgirent de toutes parts. Lâchez votre arme. Monique regarda autour d'elle. Piégée. Tu m'as tendu un piège, comme tu en as tendu un à ma femme il y a 5 ans. François. Ses yeux se remplirent de larmes. Je t'aime depuis toujours, depuis que nous étions enfants. Pourquoi tu ne l'as jamais vu? Parce qu'on ne construit pas l'amour sur des cadavres. Monique. Elle leva son arme vers sa propre tempe. Alors je préfère mourir. Non. François bondit vers elle. Mais Monique recula, perdit l'équilibre sur les marches glissantes du château et bascula dans le vide. Son cri résonna longtemps dans la nuit qui tombait. Château de Chambord, escalier d'honneur, 18h47. Le silence qui suivit la chute de Monique était assourdissant. François se pencha par-dessus la balustrade de pierre, mais l'obscurité grandissante ne permettait pas de distinguer le corps en contrebas. « Monsieur !» Marcus gravit les marches 4 à 4. « Les secours arrivent. Elle est vivante, mais gravement blessée. » Claire et Hélène sortirent de leur cachette et coururent vers François. Il était livide, en état de choc. Papa !»
Claire se jeta dans ses bras. « Ça va. Ces photos. » François serrait encore l'enveloppe que Monique lui avait donnée. Et si elle disait la vérité? Et si Élise? Non. Hélène lui arracha l'enveloppe des mains. « François, regardez-moi. Cette femme a menti toute sa vie. Pourquoi s'arrêterait-elle maintenant ?» Elle examina rapidement les photos. Ces clichés sont truqués. Regardez les ombres, la qualité de l'image, et surtout, elle pointa un détail. Cette photo prétend dater de septembre 2018. Mais Élise porte sa robe bleue de Noël, je m'en souviens parfaitement. François étudia les images avec plus d'attention. Effectivement, plusieurs incohérences sautaient aux yeux. De plus, continua Hélène, j'étais avec Élise presque tous les jours les derniers mois de sa grossesse. Elle n'avait Dieu que pour vous et ce bébé. En bas, les sirènes des ambulances résonnaient dans la cour du château. Monique était évacuée d'urgence, consciente mais grièvement blessée. Commissaire Dubois, police judiciaire. Un homme en imperméable s'approcha de François. « Nous allons avoir besoin de vos témoignages. » « Bien sûr. » François se recomposa. « Mais d'abord, il faut que vous sachiez. Cette femme a avoué avoir assassiné ma première épouse il y a 5 ans. »« Pardon. » Hélène s'avança. « Commissaire, j'ai été témoin de ce meurtre. Monique Chevalier a empoisonné Élise Chevalier le 15 novembre 2018 à l'hôpital Saint-Antoine. » Le commissaire échangea un regard avec son adjoint. « Madame, vous vous rendez compte de la gravité de vos accusations ? » « Parfaitement. Et j'ai des preuves. » Claire tendit l'enveloppe d'Élise. « Ma mère avait tout documenté avant sa mort. Hôpital d'Orléans, unité de soins intensifs. 23h15, Monique Chevalier était sous surveillance policière, entre la vie et la mort, fractures multiples, traumatisme crânien, mais consciente par intermittence. François, Claire et Hélène attendèrent dans le couloir avec le commissaire Dubois, qui avait pris connaissance de tous les documents. « C'est accablant, » admit-il. Les enregistrements, les photos des flacons de poison, les témoignages, mais pour ouvrir officiellement l'enquête sur la mort d'Élise Chevalier, il faudrait que Madame Monique confirme ses accusations. « Et si elle refuse ?» demanda Claire. « Alors ce sera sa parole contre celle de Madame Martin. Après 23 ans, ça risque d'être compliqué. » Commissaire, une infirmière apparut. La patiente est réveillée. Elle demande à voir François Chevalier. François hésita. « Je n'ai aucune envie de... » « Papa, il faut y aller. » Claire posa une main sur son bras. « C'est notre seule chance d'obtenir des aveux complets. J'y vais avec vous, » décida le commissaire. La chambre était plongée dans la pénombre. Monique gisait dans son lit, le visage tuméfié, entouré de perfusions et de moniteurs. Quand elle vit François, ses yeux s'illuminèrent faiblement. « François, tu es venu ?»« Monique ?» Il s'approcha du lit, suivi par le commissaire. « La police veut t'entendre. À propos d'Élise... » Un sourire amer étira ses lèvres gonflées. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?»« La vérité, toute la vérité. » Monique ferma les yeux. « Tu veux que je te raconte comment j'ai tué la femme que tu aimais ?» Le commissaire alluma discrètement un enregistreur. « Dis-moi pourquoi, Monique. Pourquoi Élise devait mourir ? Parce qu'elle t'avait volé à moi. » Sa voix était faible, mais la rage transparaissait encore. « Depuis l'enfance, François. Depuis toujours, je t'aimais. Et quand tu as rencontré cette poupée, elle s'appelait Élise. Elle était faible, superficielle. Moi, j'aurais pu t'aider à bâtir un véritable empire. Alors tu l'as empoisonnée. » Monique hocha péniblement la tête. « Digitalis purpurea, digital pourpre. Indétectable si on sait comment l'administrer. » François sentit ses jambes se dérober. Entendre ces détails techniques le révulsait. Pendant combien de temps ? 3 mois dans son thé du matin, juste assez pour affaiblir le bébé et provoquer un accouchement prématuré. Mon Dieu, tu as prémédité tout ça. J'avais tout planifié. L'accident de voiture pour masquer l'empoisonnement, l'accouchement d'urgence, et puis cette vieille infirmière qui a tout gâché. Hélène, qui écoutait depuis le couloir, serra les poings. Tu comptais tuer le bébé aussi ? Il le fallait. Monique tentait de se redresser dans son lit. Un enfant de toi et d'Élise. Je ne pouvais pas le supporter. Mais Hélène l'a sauvé. Oui, et pendant 23 ans, j'ai vécu dans l'angoisse qu'elle réapparaisse. Ses yeux se voilèrent. Ironie du sort, c'est toi qui l'as retrouvée. François s'assit lourdement sur une chaise. Toutes ces années où tu me consolais, où tu jouais la belle-sœur affligée, je t'aimais, j'espérais qu'un jour tu comprendrais qu'elle n'était pas digne de toi. Et aujourd'hui, ces photos truquées. Monique eut un rire amer.
Ma dernière carte, je savais que tu ne me croirais jamais si je te disais simplement qu'Élise ne t'aimait pas. Il fallait des preuves, des fausses preuves. Comme tout dans ma vie, François, tout était faux, sauf mon amour pour toi. Le commissaire s'approcha du lit. « Madame Chevalier, acceptez-vous de signer une confession complète ?» Monique regarda François une dernière fois. « Si ça peut te rendre ta fille, alors oui. » Château de Chambord, cour d'honneur. Minuit clair et François marchaient dans la cour éclairée par la lune. L'endroit avait retrouvé sa sérénité, comme si le drame de quelques heures plus tôt n'avait été qu'un cauchemar. « C'est ici que vous vous êtes mariés ?» demanda Claire. « Oui, juin 2016. Élise avait insisté pour ce château. Elle disait que c'était un lieu magique. Elle avait raison. » François s'arrêta près de la fontaine centrale. « Claire, je veux que vous sachiez tous ces mensonges de Monique sur votre mère. Je sais qu'elle mentait. » Claire toucha sa bague de rubis. « Cette bague me connecte à maman. Je sens son amour à travers elle. Vous lui ressemblez tellement, pas seulement physiquement, votre courage, votre détermination, et ma tendance à m'attirer des ennuis. » François sourit pour la première fois depuis des jours. « Ça, c'est plutôt de moi que vous le tenez. » Ils rirent ensemble. Et Claire réalisa que c'était le premier vrai moment de bonheur qu'elle partageait avec son père. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Monique va être jugée pour le meurtre d'Élise et les tentatives d'assassinat sur vous. Elle ne sortira jamais de prison. Et nous, François la regarda tendrement, nous allons apprendre à être une famille, si vous le voulez bien. Plus que tout au monde, il faudra du temps, 23 années à rattraper. On a toute la vie devant nous. François passa un bras autour des épaules de sa fille. Voulez-vous que nous allions nous recueillir sur la tombe d'Élise demain? J'aimerais beaucoup. Et Hélène, elle a sa place dans notre famille. Vous savez, sans elle, elle serait ravie. Claire sourit. Grand-mère a toujours dit que les vraies familles se créent par amour, pas seulement par le sang. Au-dessus d'eux, les tours du château se dressaient vers les étoiles, témoins silencieux d'un amour qui avait traversé la mort et les mensonges, pour enfin triompher. Cimetière du Père-Lachaise, Paris, 10h30. Le matin était gris, un léger crachin parisien nimbait les allées du célèbre cimetière d'une atmosphère mélancolique. François, Claire et Hélène marchaient en silence vers la tombe d'Élise, chacun portant un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées. « C'est là ?» murmura François en s'arrêtant devant une stèle de marbre blanc ornée d'une photo d'Élise souriante. Claire découvrait pour la première fois le visage de sa mère autrement que sur les clichés jaunis d'Hélène. Élise était radieuse. Ses yeux pétillaient de cette joie de vivre que François lui avait si souvent décrite. « Bonjour maman », chuchota Claire en déposant ses fleurs. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à venir te voir. » François la prit dans ses bras, ému aux larmes. « Elle sait, ma chérie. Elle a toujours su. » Hélène s'agenouilla difficilement près de la tombe. « Élise, ma petite, ta fille est devenue une femme magnifique. Tu aurais été si fière d'elle. » Ils restèrent longtemps silencieux, chacun communiant avec ses souvenirs. C'est François qui rompit le silence. « Il faut que je vous dise, j'ai pris une décision concernant l'Empire chevalier. » Claire le regarda, intriguée. « Quelle décision ? Je veux que vous en héritiez, officiellement, que votre nom figure dans tous les documents. Papa, je ne sais rien de vos affaires. Vous apprendrez, et en attendant, je serai là pour vous guider. » François sourit. Élise aurait voulu que sa fille hérite de ce que nous avons construit ensemble. Le téléphone de François vibra. « Marcus. »« Oui. »« Monsieur, il y a du nouveau concernant Monique Chevalier. Elle a demandé à vous voir. »« Hors de question. Elle prétend avoir autre chose à vous révéler. Quelque chose d'important qu'elle a oublié de mentionner hier soir. » François hésita. « Quel genre de chose ? Elle refuse de le dire aux enquêteurs. Elle veut vous parler à vous. » Personnellement, Claire toucha le bras de son père. « Papa, peut-être que... » « Non, j'en ai assez de ces manipulations. Et si c'était vraiment important ?» Hélène s'était relevée. « François, cette femme va mourir. Ses blessures sont trop graves. Si elle a quelque chose à dire... » François regarda la tombe d'Élise, comme s'il cherchait conseil auprès de sa défunte épouse. « D'accord, mais nous y allons tous ensemble. Je refuse de l'affronter seule. Hôpital d'Orléans, unité de soins intensifs. » 14h20, l'état de Monique s'était considérablement dégradé depuis la veille. Son teint était cireux, sa respiration laborieuse. Les médecins avaient prévenu qu'elle n'en avait plus pour longtemps. « François,
Sa voix n'était qu'un souffle quand elle le vit entrer. « Tu es venue? Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Monique. Elle tourna péniblement la tête vers Claire et Hélène. Elles peuvent rester. Oui, plus de secrets, plus de mensonges. Monique ferma les yeux, rassemblant ses dernières forces. Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur Élise. Quelque chose de vrai cette fois. Monique, écoute-moi. Elle réussit à élever légèrement la voix. Le jour où elle est morte, elle n'allait pas à son rendez-vous chez le gynécologue. François fronça les sourcils. Comment ça? Elle venait me voir. Chez moi. Le silence tomba dans la chambre. Claire et Hélène échangèrent un regard inquiet. Pourquoi? Parce qu'elle... Monique toussa, crachotant un peu de sang. Parce qu'elle savait. Elle savait quoi? Qu'elle était empoisonnée. Elle avait fait analyser ses cheveux en secret. Elle savait que je la tuais. François recula comme s'il avait reçu un coup. C'est impossible. Elle venait me confronter, pour me supplier d'arrêter, pour sa fille, pour Claire. Hélène porta la main à sa bouche. Horrifiée? Mon Dieu. Elle m'a dit... Monique pleurait maintenant. Elle m'a dit qu'elle me pardonnerait tout si j'épargnais son bébé, qu'elle était prête à disparaître de ta vie, François, si je promettais de laisser vivre Claire. Claire sentit ses jambes se dérober. Sa mère avait tenté de négocier sa propre vie contre celle de son enfant. « Qu'est-ce que tu as répondu ?» La voix de François était blanche. « J'ai refusé. Je lui ai dit que vous deviez mourir toutes les deux. » C'est là qu'elle a essayé de fuir, de retourner à l'hôpital pour accoucher en urgence. J'ai provoqué l'accident pour l'en empêcher. François s'effondra sur une chaise. Élise savait qu'elle allait mourir, et elle a quand même essayé de sauver Claire. « Oui. » Monique regardait le plafond, ses yeux se voilant. « Ta femme était plus courageuse que moi. » François, plus courageuse et plus aimante. Claire pleurait silencieusement. Sa mère était morte en héroïne, en se battant jusqu'au bout pour sa fille. « Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» demanda François. « Parce que... » Monique tourna péniblement son regard vers Claire. « Parce que cette petite fille mérite de savoir que sa mère l'aimait plus que sa propre vie. » Elle ferma les yeux, épuisée par l'effort. Et aussi parce que, dans mon coffre, à la banque, il y a une lettre qu'Élise avait écrite pour Claire avant de mourir. Je l'ai volée dans ses affaires à l'hôpital. Une lettre. Claire s'approcha du lit. Banque, Crédit Lyonnais, avenue Hoche, coffre 1847. La voix de Monique s'affaiblissait. Code 14120. La date de naissance d'Élise. Monique. François se pencha vers elle. François, pardonne-moi. J'ai aimé. J'ai mal aimé, mais j'ai aimé. Sa respiration se fit de plus en plus irrégulière. Les moniteurs commencèrent à émettre des signaux d'alarme. « Infirmière !» cria François. L'équipe médicale se précipita. Mais il était trop tard. Monique Chevalier s'éteignit à 14h47, emportant avec elle 23 années de mensonges et de souffrances. Banque Crédit Lyonnais, avenue Hoche, 17h30 grâce aux informations laissées par Monique et à l'intervention du commissaire Dubois. Ils purent accéder au coffre-fort. À l'intérieur, outre des bijoux et des documents financiers, ils trouvèrent une enveloppe blanche, marquée d'une écriture élégante. Pour ma fille Claire, quand elle sera assez grande pour comprendre. Claire la prit avec des mains tremblantes. Je peux la lire maintenant. François et Hélène hochèrent la tête. Claire ouvrit délicatement l'enveloppe et déplia la lettre. L'écriture d'Élise était nette, déterminée. Ma petite Claire chérie, si tu lis cette lettre, c'est que le pire est arrivé. Monique aura réussi à nous séparer. Mais je veux que tu saches que chaque jour que j'ai porté dans mon ventre a été le plus beau de ma vie. Je sais que Monique va essayer de te faire du mal. Je sais aussi que des gens bien vont te protéger. Fais-leur confiance. Vis, ma chérie, vis pleinement. Aime profondément. Ris souvent. Ton père est l'homme le plus merveilleux du monde. Quand vous vous retrouverez, car je sais que vous vous retrouverez. Aime-le comme je l'ai aimé. Il a besoin de ton sourire pour guérir ses blessures. Je lègue ma bague de rubis, celle que grand-mère m'avait donnée, en espérant qu'elle te ramènera vers lui quand le moment sera venu. Tu es ma fierté, ma joie, mon plus bel accomplissement. Où que je sois, je veillerai sur toi, avec tout mon amour éternel. Maman PS, dis à Hélène qu'elle a été ma sauveuse. Sans elle, tu n'aurais jamais existé. Elle est ta vraie grand-mère de cœur.
Claire termina la lecture dans les larmes. François et Hélène pleuraient aussi, bouleversés par les derniers mots d'Élise. « Elle savait, » murmura Hélène. « Elle savait tout ce qui allait arriver. Et elle a tout préparé pour que nous nous retrouvions, » ajouta François en serrant sa fille contre lui. Claire regarda sa bague de rubis à travers ses larmes. Maman avait raison. Cette bague nous a réunis. Ils sortirent de la banque unis, par l'amour d'une femme qui avait transcendé la mort pour protéger sa famille. Justice était enfin rendue. 6 mois plus tard, château de Chambord, Val-de-Loire. Le printemps avait transformé les jardins du château en symphonie de couleurs. Des milliers de visiteurs déambulaient dans les allées, admirant l'architecture Renaissance et les jardins à la française fraîchement restaurés. Mais aujourd'hui était un jour particulier, l'inauguration officielle de la Fondation Élise Chevalier pour la protection de l'enfance. Claire, élégante dans un tailleur crème, se tenait devant le micro installé dans la cour d'honneur. 6 mois avaient suffi à la transformer. Elle portait désormais sa nouvelle identité avec grâce et assurance. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans la cour. « Il y a quelques mois, j'ignorais tout de mes origines. Aujourd'hui, je me dresse devant vous non seulement comme l'héritière de l'Empire chevalier, mais surtout comme la fille d'une femme extraordinaire qui a donné sa vie pour me protéger. » Dans l'assistance, François l'observait avec une fierté paternelle évidente. À ses côtés, Hélène, désormais officiellement adoptée comme grand-mère, essuya discrètement une larme. Cette fondation, poursuivit Claire, aidera les enfants en danger, ceux qui, comme moi, ont besoin qu'on les protège, qu'on leur donne une chance de grandir dans l'amour et la sécurité. Elle toucha instinctivement sa bague de rubis, devenue son talisman. Ma mère, Élise Chevalier, croyait que l'amour était plus fort que la haine, que la vérité finissait toujours par triompher. Aujourd'hui, nous lui donnons raison. Les applaudissements crépitèrent dans la cour. François monta sur l'estrade et serra sa fille dans ses bras. « Je suis fier de vous », murmura-t-il à son oreille. « Merci, papa. » Ces mots simples résonnaient encore comme une mélodie dans le cœur de François. « Papa ». Il avait attendu 23 ans pour les entendre. Plus tard, dans les appartements privés du château, la réception officielle était terminée. Claire, François et Hélène se retrouvèrent dans le salon privé que François avait fait aménager au château. Les murs étaient ornés de photos d'Élise et de souvenirs de famille reconstitués. « Comment te sens-tu » demanda François à sa fille en lui servant une coupe de champagne. Différente. Claire contemplait les jardins par la fenêtre. Parfois, j'ai encore du mal à réaliser que tout cela est réel. Pourtant, tu diriges déjà 3 hôtels avec une main de maître, souligna Hélène avec fierté. C'était vrai. Claire avait découvert qu'elle possédait un sens inné des affaires et de la gestion. En 6 mois, elle avait modernisé la chaîne hôtelière, introduit de nouveaux concepts écologiques et augmenté la rentabilité de 15%. « J'ai quelque chose pour toi », dit François en se dirigeant vers un secrétaire ancien. Il en sortit un écrin de velours rouge qu'il tendit à Claire. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» « Ouvre !» À l'intérieur, reposait un collier magnifique, des rubis birmanes montés sur or blanc, dans le même style que sa bague. « Papa, c'est splendide. Je l'ai fait fabriquer pour assortir à ta bague. » François aida Claire à l'attacher. « Élise aurait voulu que tu aies une parure complète. Il manque les boucles d'oreilles, » plaisanta Claire. « Patience, c'est pour ton prochain anniversaire. » Ils rirent ensemble, et Hélène observait cette complicité père-fille avec émotion. « Mission accomplie, » pensa-t-elle. Élise aurait été heureuse. « Au fait, » dit Claire en se tournant vers Hélène, « j'ai une proposition à te faire. »« Laquelle, ma chérie ? Que dirais-tu de venir habiter ici définitivement ? François fait aménager une aile du château spécialement pour toi. » Hélène écarquilla les yeux. « Ici, mais je ne suis qu'une ancienne infirmière. Tu es la grand-mère de l'héritière Chevalier, » corrigea François avec chaleur. « Et la femme qui a sauvé ma fille, tu as ta place ici. Et puis, » ajouta Claire malicieusement, « quelqu'un doit bien surveiller que je ne fasse pas de bêtises avec l'empire familial. » Hélène accepta en pleurant de joie. Cimetière du Père-Lachaise, tombe d'Élise, coucher de soleil comme chaque semaine depuis 6 mois, Claire se recueillait sur la tombe de sa mère. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. François l'accompagnait, portant un bouquet de pivoine blanche. « Bonjour, mon amour », murmura-t-il, en déposant les fleurs.
Claire voulait te raconter sa journée. Claire s'agenouilla près de la stèle. « Maman, la fondation est lancée. On va aider plein d'enfants grâce à toi. Et papa et moi, on forme une vraie famille maintenant. » Elle marqua une pause, émue. « Je sais que tu veilles sur nous. Je le sens chaque jour. » François posa une main sur l'épaule de sa fille. « Élise, notre petite fille est devenue une femme remarquable. Tu aurais été si fière d'elle. » Le vent du soir faisait danser les feuilles des arbres comme un signe d'approbation. « Papa !» Claire se releva. « Tu crois qu'elle nous entend ? J'en suis certain. L'amour ne meurt jamais vraiment, ma chérie. Il se transforme. Il trouve d'autres chemins. Mais il reste. » Ils restèrent encore quelques minutes en silence, puis repartirent vers leur nouvelle vie. Château de Chambord, terrasse privée. Minuit clair ne trouvait pas le sommeil. Elle était sortie sur la terrasse de sa chambre, contemplant les jardins baignés de lune. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Tu ne dors pas non plus. François la rejoignit, 2 tasses de thé à la main. Je réfléchissais. Claire accepta la tasse avec reconnaissance. À maman, à Monique, à tout ce qui s'est passé. Des regrets ? Non. De la tristesse. Plutôt, Monique aurait pu être heureuse si elle avait choisi l'amour au lieu de la possessivité. François hocha la tête. Sa tragédie, c'est qu'elle ne comprenait pas la différence entre aimer et posséder. Tu lui en veux encore ? Oui et non. François réfléchit. Elle m'a pris 5 années avec Élise et 23 avec toi. Mais au final, elle nous a réunis. Grâce à grand-mère Hélène surtout. Grâce à Hélène. Grâce à ta bague. Grâce au destin. François sourit. Grâce à l'amour de ta mère qui a trouvé un moyen de nous ramener l'un vers l'autre. Claire toucha sa bague de rubis. Tu crois qu'elle savait ? Qu'elle avait tout prévu ? Je crois qu'une mère qui aime son enfant plus que sa propre vie est capable de déplacer des montagnes, même après sa mort. Ils burent leur thé en contemplant les étoiles. Papa. Oui. Merci. Pourquoi ? Pour tout. Pour avoir cherché la vérité. Pour m'avoir accepté. Pour m'avoir appris le métier. Pour être le père dont j'avais toujours rêvé. François prit sa fille dans ses bras. C'est moi qui te remercie, Claire. Tu m'as redonné goût à la vie. Au-dessus d'eux, une étoile filante traversa le ciel. Ils firent chacun un vœu en silence. Épilogue. 2 ans plus tard, Claire Chevalier était devenue une figure respectée du monde des affaires parisien. L'empire familial prospérait sous sa direction modernisatrice, et la fondation Élise Chevalier avait déjà aidé des milliers d'enfants en détresse. Ce matin-là, dans son bureau du Georges V, elle révisait les plans d'expansion internationale quand sa secrétaire frappa. « Mademoiselle, un couple souhaite vous voir. Ils disent avoir des informations sur votre mère. » Claire fronça les sourcils. « Après tout ce temps, faites-les entrer. » Un homme et une femme d'une 60aine d'années entrèrent, visiblement émus. « Mademoiselle Chevalier, nous sommes les Dubois. Nous étions les meilleurs amis d'Élise avant son mariage. Vraiment. Nous venons de rentrer d'Australie. Nous ignorions tout de ce qui s'était passé. » La femme sortit une petite boîte. « Élise nous avait confié ceci avant votre naissance, en nous disant de vous le remettre si quelque chose lui arrivait. » Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur, une petite médaille de baptême gravée. « Claire, mon étoile éternelle, maman. » Les larmes aux yeux, Claire réalisa qu'Élise avait semé des indices partout, s'assurant qu'un jour sa fille connaîtrait toute la vérité sur son amour maternel. La bague de rubis scintilla à son doigt, comme un clin d'œil d'approbation. L'amour, décidément, était éternel.